Ils ont arraché mes vêtements devant tout le monde, me traitant de croqueuse de diamants qui ne méritaient pas leur fils. Ma belle-mère riait alors que je restais là, humilié et brisé. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que mon père observait tout, et il était sur le point de leur montrer qui j'étais vraiment. Restez jusqu'à la toute fin, car la vengeance que mon père a livrée vous laissera sans voix. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater la suite. Laissez-moi vous ramener au début, là où tout a commencé. Je m'appelle Camille et voici l'histoire de comment j'ai appris que parfois, ceux qui devraient vous protéger sont ceux qui vous blessent le plus. Et parfois, la justice arrive de manière inattendue. J'étais juste une fille simple d'un petit village du Luberon quand j'ai rencontré Louis. Nous étions tous deux en école de commerce. Il était charmant, gentil et me faisait rire comme personne ne l'avait jamais fait. Je suis tombée amoureuse de lui, fort et vite. En un an, nous étions mariés lors d'une petite cérémonie. C'était parfait. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Louis venait d'un milieu aisé. La famille de Castries était une vieille fortune, le genre qui vient avec des attentes et des jugements. Mais je me fichais de tout ça. J'aimais Louis pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il possédait. Ce que sa famille ignorait, ce que Louis ignorait, c'est que je venais d'un milieu riche aussi. De la vraie richesse. Le genre qui fait passer les de Castries pour des amateurs déguisés. Mon père, Henri Delacroix, est un milliardaire autodidacte. Il a bâti un empire à partir de rien. J'ai grandi dans un monde de jets privés et de possibilités infinies. Mais j'ai vu comment les gens traitaient mon père, comment ils lui souriaient en face tout en calculant ce qu'ils pouvaient obtenir de lui. J'ai vu que chaque amitié, chaque relation avait un prix. Alors, quand j'ai eu 18 ans, j'ai pris une décision. J'ai changé mon nom de famille, j'ai déménagé et j'ai vécu modestement. Je voulais trouver un amour vrai. Un amour qui n'avait rien à voir avec des comptes en banque ou des contrats d'affaires. Mon père a compris. Il a toujours respecté mes choix. Même quand il l'inquiétait. Mais il m'a aussi fait promettre une chose. Si jamais j'avais besoin de lui, vraiment besoin de lui, je l'appellerais. J'ai promis. Et pendant 2 ans, j'ai gardé cette promesse enfermée, déterminé à faire fonctionner mon mariage selon mes propres termes. La famille de Louis a rendu cela presque impossible dès le premier jour. Sa mère, Isabelle, me regardait comme quelque chose qu'elle avait raclé sous sa chaussure de créateur. Elle ne manquait jamais une occasion de me rappeler que je n'étais pas à ma place, que je n'étais pas assez bien pour son fils. Elle m'obligeait à servir le thé à ses amis, me présentait comme la fille que Louis a épousée, jamais par mon nom. Elle critiquait mes vêtements, mes cheveux, ma façon de parler. Rien de ce que je faisais n'était jamais bien. Le père de Louis, Philippe, m'ignorait simplement. Je pouvais entrer dans une pièce et il regardait à travers moi comme si j'étais invisible. C'était peut-être pire que la cruauté active d'Isabelle. Au moins, elle reconnaissait mon existence, même si c'était juste pour me démolir. Et puis il y avait Manon, la jeune sœur de Louis. Elle était peut-être la pire de toutes parce qu'elle souriait tout en poignardant. Elle complimentait ma robe, puis chuchotait à ses amis qu'elle faisait le bas de gamme. Elle m'invitait à déjeuner, puis passait tout son temps à parler de comment Louis aurait pu épouser n'importe qui, combien de filles magnifiques et riches le voulaient. Le message constant était clair. J'avais de la chance d'être là, et je devrais être reconnaissante qu'il me tolère. Mais j'ai essayé. Mon Dieu, j'ai tellement essayé. Je pensais que si j'étais assez patiente, assez gentille, il finirait par me voir pour qui j'étais. Je pensais que l'amour suffirait. Louis me disait de ne pas m'en faire, que sa famille finirait par changer d'avis, mais il ne m'a jamais défendu, pas une seule fois. Il me disait juste de faire plus d'efforts, de comprendre que c'était leur façon d'être. 2 ans ont passé ainsi, 2 ans à ravaler ma fierté, à accepter le manque de respect, à faire semblant que tout allait bien. Et puis est venu notre 2e anniversaire de mariage. Isabelle a insisté pour nous organiser une fête d'anniversaire. Pas pour nous, bien sûr, pour elle. Pour frimer devant ses amis de la haute société, pour prouver que son fils avait la vie parfaite, même si sa femme était, selon ses mots, regrettable. Je voulais dire non, mais Louis m'a convaincu. C'est peut-être sa façon de t'accepter, a-t-il dit. J'aurais dû m'en douter. La fête avait lieu au château des de Castries, en Provence, et Isabelle n'avait pas regardé à la dépense. Quand je suis arrivé ce soir-là, je n'en croyais pas mes yeux.
Des lustres en cristal pendaient partout, chacun valant probablement plus que la maison de la plupart des gens. Un orchestre jouait de la musique classique dans un coin. Des fontaines de champagne bouillonnaient de bouteilles millésimées dont je ne pouvais même pas prononcer le nom. Il y avait des sculptures de glace, des tours de fleurs importées, et un tapis rouge menant à l'entrée où des photographes attendaient. Plus de 200 personnes étaient invitées. Pas des amis, pas de la famille, mais des magnats des affaires, des célébrités, des politiciens, quiconque comptait dans le tout Paris. Les femmes étaient couvertes de diamants et de robes haute couture coûtant plus cher que des voitures. Les hommes portaient des costumes sur mesure et des montres qui pourraient financer les études d'un enfant. Des voitures de luxe s'alignaient sur des kilomètres, prises en charge par une équipe de voituriers. Et j'étais là, dans ma simple robe couleur crème que j'avais achetée en solde. Je la trouvais jolie quand je l'avais choisie. Maintenant, debout au milieu de tout cet excès, je me sentais ridicule. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi, entendre les chuchotements. C'est elle. C'est celle avec qui Louis s'est contenté. Pauvre chose. Elle a l'air tellement déplacée. Isabelle m'a trouvé en quelques minutes, son sourire tranchant comme du verre. Oh, Camille, tu es venue. Comme tu as l'air. Pittoresque. Manon gloussa à côté d'elle, radieuse dans une robe argentée qui coûtait probablement plus que ce que j'avais dépensé en vêtements dans toute ma vie. Nous sommes si heureuses que tu aies pu venir à ta propre fête, dit-elle doucement, l'insulte enfouie sous une fausse gentillesse. Louis fut immédiatement emmené par son père, pour parler affaires avec des hommes importants. Je suis resté seul, essayant de me rendre invisible, comptant les heures jusqu'à ce que ce cauchemar prenne fin. Je n'avais aucune idée que cela allait devenir bien pire. La fête battait son plein quand c'est arrivé. L'orchestre venait de terminer un morceau, et Isabelle a pris le micro pour un toast. Elle remerciait tout le monde d'être venu, disant quelque chose sur la famille et l'amour qui m'a donné envie de rire de l'ironie. Et puis son expression a changé. Sa main a volé à son cou. Mon collier, a-t-elle haleté. Mon collier en diamant rose. Il a disparu. La salle est devenue silencieuse. 200 personnes ont arrêté de parler, de boire, de manger. Tous les yeux se sont tournés vers Isabelle alors qu'elle agrippait son cou nu de manière dramatique. Quelqu'un a volé mon collier, annonça-t-elle, la voix montant. Le diamant rose. Il vaut 2 millions d'euros, et il était juste là il y a une heure. Mon estomac s'est noué. Je savais ce qui allait arriver avant même qu'elle ne le dise. Je pouvais le voir dans ses yeux alors qu'il se verrouillait sur les miens à travers la pièce. Camille, elle a prononcé mon nom comme une accusation. Tu étais dans mon dressing plus tôt. Je t'ai vu. 200 paires d'yeux se sont tournés vers moi. J'avais l'impression de me noyer. Je cherchais juste les toilettes, ai-je balbutié. Je n'ai rien pris. Je le jure, elle ment. Manon est intervenue, apparaissant aux côtés de sa mère. Je l'ai vue aussi. Elle était définitivement près du coffret à bijoux de mère. Elle avait l'air suspecte. C'est ridicule, ai-je dit, ma voix tremblante. Pourquoi vous volerais-je? Je ne veux pas de votre collier, n'est-ce pas? La voix d'Isabelle était glaciale. Tout le monde sait que tu as épousé mon fils pour l'argent. Tu en as après notre fortune depuis le début. C'est juste la preuve de ce que tu es vraiment. Une voleuse ordinaire. La salle a explosé en chuchotements. Les téléphones sont sortis. Les gens filmaient. J'ai cherché désespérément Louis du regard, je l'ai trouvé debout avec son père. Louis, s'il te plaît, dis-leur. Dis-leur que je ne ferai pas ça. Il m'a regardé et pendant un instant, j'ai cru qu'il me défendrait. Puis il a regardé sa mère, son père, toutes les personnes importantes qui regardaient, et il n'a rien dit. Philippe s'est avancé. Fouillez-la tout de suite devant tout le monde. Si elle est innocente, elle n'a rien à cacher. Vous n'êtes pas sérieux, ai-je chuchoté. Mais je pouvais voir sur leur visage qu'ils étaient mortellement sérieux. Isabelle et Manon ont avancé vers moi comme des prédateurs. J'ai reculé, mais il n'y avait nulle part où aller. 200 personnes formaient un cercle autour de nous, téléphone levé, enregistrant chaque seconde de mon humiliation. Ce qui s'est passé ensuite me hantera pour le reste de ma vie. Isabelle m'a saisi le bras, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans ma peau. Si tu ne coopères pas, nous ferons ça à la manière forte. S'il vous plaît, ai-je supplié.
S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je n'ai rien pris. S'il vous plaît. Mais il se fichait de mes supplications. Manon a attrapé mon autre bras et ensemble, elles ont commencé à tirer sur ma robe. Je me suis débattu, essayant de me protéger, mais elles étaient deux et je tremblais déjà tellement que je tenais à peine debout. La fermeture éclair de ma robe est descendue. J'ai crié, essayant de maintenir le tissu contre mon corps, mais Isabelle l'a arraché brutalement. La robe est tombée à mes pieds et je me suis retrouvé là, au milieu de ce grand salon de bal, juste en sous-vêtements sous le projecteur qui était destiné à la célébration. 200 personnes regardaient, 200 téléphones enregistraient. L'orchestre avait arrêté de jouer. Il n'y avait aucun son sauf mes sanglots et le cliquetis des appareils photo capturant ma destruction. Isabelle a ramassé ma robe et l'a fouillée violemment, déchirant les poches, la secouant. Rien, annonça-t-elle. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne l'a pas caché ailleurs. C'est de la folie, ai-je pleuré, enroulant mes bras autour de moi-même. Je n'ai pas pris votre collier. Sortez-la d'ici, ordonna Philippe aux gardes de sécurité. Virez cette voleuse de notre propriété. Deux grands hommes en costume se sont approchés de moi. J'ai regardé une dernière fois Louis, silencieusement, le suppliant de faire quelque chose. N'importe quoi. Il est resté figé, le visage pâle, mais il ne bougeait pas. Il n'a pas dit un mot. Il m'a juste tourné le dos et s'est éloigné. Ce moment a brisé quelque chose en moi. Pas l'humiliation, pas les fausses accusations, mais voir l'homme que j'aimais choisir l'approbation de sa famille plutôt que ma dignité. Les gardes m'ont saisi par les bras et m'ont traîné à travers la foule. Les gens s'écartaient comme si j'étais une pestiférée. Certains me crachaient des insultes. Croqueuse de diamants, voleuse, déchets. J'entendais tout alors qu'ils me tiraient à travers ce château, descendant les escaliers en marbre, passant devant les lustres et les fleurs et toute cette beauté coûteuse qui cachait une telle laideur en dessous. Ils m'ont jeté hors des grilles d'entrée et les ont verrouillées derrière moi. Je me suis effondré sur le sol froid à l'extérieur, frissonnant dans mes sous-vêtements, tout mon corps secoué de sanglots. À l'intérieur, la fête continuait. Je pouvais entendre la musique reprendre, entendre les rires. Ils étaient déjà passés à autre chose. Mon humiliation n'était qu'un divertissement pour eux. Une histoire qu'ils raconteraient à leur prochaine réunion. Un jeune voiturier, d'à peine 20 ans, m'a vu et s'est précipité avec sa veste. Il l'a drapé sur mes épaules sans dire un mot, ses yeux étaient gentils. Ce petit acte de gentillesse d'un inconnu m'a fait pleurer encore plus fort. Je me suis assise là sur le sol froid, enveloppée dans la veste d'un inconnu, et j'ai réalisé que je n'avais plus rien. Pas de dignité, pas de mari, pas de maison où retourner. Mon téléphone était toujours dans mon sac à main à l'intérieur. Je n'avais rien, sauf une chose. Une promesse que j'avais faite à mon père il y a 2 ans. J'ai emprunté le téléphone du voiturier avec des mains tremblantes et j'ai composé le numéro que je connaissais par cœur. Ça a sonné 2 fois avant que sa voix familière ne réponde. Papa. Ma voix s'est brisée sur ce mot. Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi tout de suite. Où es-tu, ma chérie? La voix de mon père était immédiatement alerte, inquiète. Je pouvais l'entendre bouger, entendre l'urgence dans son ton. À travers mes larmes, je lui ai tout raconté, où j'étais, ce qui s'était passé, comment il m'avait déshabillé devant tout le monde. Je lui ai parlé des fausses accusations, du silence de Louis, du fait d'avoir été jeté dehors comme une ordure. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis mon père a parlé et sa voix était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Froide, contrôlée, furieuse. Ne bouge pas, a-t-il dit. J'arrive. Et Camille? Ils n'ont aucune idée de ce qui va leur tomber dessus. Il a raccroché. Le voiturier est resté avec moi, offrant un soutien silencieux. Votre père? Demanda-t-il doucement. J'ai hoché la tête. Il sera bientôt là. 15 minutes plus tard, la nuit a explosé de lumière et de son. D'abord sont venues les voitures. 10 SUV de luxe et berlines noires ont roulé jusqu'au château des de Castries comme un cortège présidentiel. Puis est venu un hélicoptère, son projecteur illuminant toute la propriété comme en plein jour. 10 SUV de luxe noirs et des berlines ont roulé jusqu'au château des de Castries comme un cortège présidentiel. Puis est venu un hélicoptère, son projecteur illuminant toute la propriété comme en plein jour.
La fête à l'intérieur s'est arrêtée de nouveau. Je pouvais voir les gens se précipiter aux fenêtres, montrant du doigt, se demandant ce qui se passait. La portière de la limousine centrale s'est ouverte et mon père est sorti. Henri Delacroix ne fait pas qu'entrer dans un lieu, il l'impose. À 60 ans, il est toujours imposant, grand et large d'épaules, avec des cheveux argentés et des yeux qui peuvent vous geler d'un regard. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que ce que les de Castries avaient dépensé pour toute cette fête, et sa présence était si puissante que même de l'extérieur des grilles, je pouvais la sentir. Derrière lui venaient 20 agents de sécurité, tous en costume noir, se déplaçant avec une précision militaire. 5 avocats en costumes onéreux portaient des mallettes, et le commissaire divisionnaire de la ville lui-même marchait aux côtés de mon père, l'air officiel et sérieux. Des hélicoptères de presse ont commencé à tourner au-dessus de nous. Quelqu'un avait prévenu les médias. Plus tard, je découvrirai que ce quelqu'un avait été mon père, qui s'était assuré que toutes les chaînes d'infos sachent que quelque chose d'énorme allait se passer au domaine de Castries. Les grilles se sont ouvertes. Les gardes qui m'avaient jeté dehors ont reculé, reconnaissant le pouvoir quand ils le voyaient. Mon père a marché droit vers moi, et la fureur froide dans ses yeux a fondu en inquiétude alors qu'il me regardait assise là, toujours en sous-vêtements et avec la veste empruntée. Il a enlevé son manteau à 50 000 € et l'a enroulé autour de moi lui-même, puis m'a aidé à me lever. « Je suis là maintenant, ma chérie, a-t-il dit doucement. Puis il s'est tourné vers le château, et sa voix a porté comme le tonnerre. « Lequel d'entre vous a touché ma fille ?» À l'intérieur du château, à travers les portes ouvertes, je pouvais voir que la fête était devenue un chaos. Tout le monde essayait de voir ce qui se passait. Isabelle est apparue à l'entrée, Philippe à ses côtés, tous deux l'air confus et agacés par l'interruption. « Quelle est la signification de ceci ?» a exigé Philippe. « C'est une fête privée. Vous faites une violation de domicile. » Mon père a souri. Ce n'était pas un sourire agréable. « Vraiment ? Allons à l'intérieur pour en discuter, voulez-vous ? Je pense que vos invités voudront entendre ce que j'ai à dire. » Il s'est avancé et la foule s'est écartée devant lui comme les eaux. Je marchais à ses côtés, enveloppé dans son manteau, me sentant plus en sécurité que je ne l'avais été depuis 2 ans. Sa sécurité s'est déployée autour de nous. Les avocats suivaient. Le commissaire est resté proche. Nous avons traversé ce château comme si nous étions chez nous parce que, il s'est avéré, nous l'étions. Mon père a pris le micro des mains d'une Isabelle stupéfaite. 200 personnes riches et puissantes le fixaient, essayant de comprendre qui il était. Certains des plus âgés commençaient à le reconnaître. Je pouvais voir la réalisation poindre sur leur visage. « Bonsoir » a dit mon père, sa voix calme et contrôlée. « Permettez-moi de me présenter correctement. Je m'appelle Henri Delacroix. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de moi. Groupe Delacroix, 50 milliards d'euros d'actifs. Oui, je vois que certains reconnaissent le nom maintenant. » La salle a explosé en chuchotements. Tout le monde connaissait le groupe Delacroix. C'était l'un des plus grands conglomérats au monde avec des participations dans tout, de la technologie à l'immobilier en passant par la banque. Cette femme que vous venez d'humilier, a continué mon père, me tirant près de lui. Cette femme que vous avez déshabillée et dégradée devant 200 personnes. Cette femme que vous avez traitée de voleuse et de croqueuse de diamants. C'est ma fille, mon enfant unique, mon héritière. Les halètements furent audibles. Le visage d'Isabelle est devenu blanc. Philippe avait l'air sur le point de s'évanouir. Louis restait figé dans la foule, la bouche ouverte de choc. Camille vient d'un milieu plus riche que tout ce que vous verrez jamais, a dit mon père. Mais elle voulait quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Elle voulait être aimée pour qui elle est, pas pour ce qu'elle a. Alors, elle a changé de nom, a vécu modestement, et a trouvé un homme qu'elle pensait capable de la chérir. Au lieu de ça, elle est tombée sur vous. Il a claqué des doigts, et les grands écrans qui montraient des photos heureuses de Louis et moi ont clignoté pour afficher un nouveau contenu. Des photos de famille sont apparues. Moi enfant sur un yacht. Moi dans notre domaine. Moi à des galas de charité debout à côté de mon père. Des documents officiels montrant ma véritable identité. Certificat de naissance. Documents bancaires et actes de propriété. Tout prouvant exactement qui j'étais. La foule était silencieuse maintenant, regardant les preuves de ma vraie vie défiler à l'écran. Je pouvais voir les expressions des gens passer de la curiosité au choc,
puis à l'horreur alors qu'ils réalisaient ce dont ils avaient été témoins ce soir. Ils venaient de regarder la fille d'un milliardaire être déshabillée et humiliée, et ils l'avaient filmée, en avaient ri, y avaient participé. Maintenant, a dit mon père, sa voix tombant dans quelque chose de froid et dangereux. Parlons de la suite. Mon père s'est tourné vers son équipe de sécurité. Montrez-leur, a-t-il ordonné. Les écrans ont changé à nouveau. Cette fois, il montrait les images de vidéosurveillance de l'intérieur du château. Je ne savais pas d'où venaient ces caméras, mais j'apprendrai plus tard que mon père les avait fait installer il y a des mois. Il avait observé, attendu, me protégeant de loin, même quand je ne le savais pas. La première vidéo montrait Manon entrant dans le dressing d'Isabelle des heures avant le début de la fête. Elle a regardé autour d'elle nerveusement, puis est allée directement à la boîte à bijoux de sa mère, sa propre mère. Elle l'a ouverte, a sorti le collier en diamant rose, et l'a glissé dans son sac à main. La deuxième vidéo la montrait dans le jardin en train de cacher le collier sous un rosier. La troisième vidéo était la plus accablante. Elle montrait Isabelle et Manon ensemble dans une pièce privée en train de parler. L'audio était cristallin. « Tu es sûr de ton coup ?» La voix de Manon sortait des haut-parleurs. « Positive, a répondu Isabelle. Nous l'accuserons d'avoir volé le collier. Fouillez-la devant tout le monde. Humiliez-la tellement que Louis n'aura pas d'autre choix que de divorcer. Nous serons enfin débarrassés de cette petite sangsue. » 200 personnes ont regardé dans un silence absolu alors que la conspiration se dévoilait à l'écran. Ils ont vu Manon voler le collier. Ils ont vu les deux femmes comploter ma destruction. Ils ont tout vu. Quand les vidéos se sont terminées, mon père s'est tourné pour faire face à Isabelle et Manon. « Voulez-vous expliquer cela ?» a-t-il demandé calmement. Manon s'est effondrée au sol, sanglotant. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. C'était l'idée de mère. Espèce de petite menteuse. » Isabelle a commencé, puis s'est arrêtée en réalisant que tout le monde la fixait. Les téléphones qui avaient enregistré mon humiliation enregistraient maintenant la sienne. Les hélicoptères de presse à l'extérieur diffusaient cela à toute la ville. En quelques heures, ce serait une nouvelle internationale. Monsieur Delacroix, Philippe s'est avancé, essayant de sauver quelque chose. Peut-être pouvons-nous en discuter en privé. Je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement. Un arrangement ? Le rire de mon père était glacial. Oh, Philippe, nous avons dépassé le stade des arrangements. Vous voyez, quand Camille a épousé votre fils, j'ai fait ce que tout bon père ferait. J'ai enquêté sur votre famille, vos affaires, vos actifs, et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Il a fait un signe de tête à ses avocats qui ont commencé à afficher des documents sur les écrans. Le château des De Castries, cette belle demeure dans laquelle nous nous trouvons, est hypothéqué auprès de la Banque de la Croix. J'ai racheté cette hypothèque il y a 6 mois. Vous vivez dans ma propriété. Le visage de Philippe est devenu gris. Les entreprises de Castries. Votre société, Philippe. J'ai discrètement racheté des actions via diverses sociétés écrans. À ce jour, je possède 68% des parts. Je suis l'actionnaire majoritaire. Vous travaillez pour moi maintenant. Les écrans montraient des certificats d'action, des accords d'achat, tous portant la signature de mon père. Votre fonds familial, Isabelle. Celui que vous utilisez pour financer vos virées shopping et vos fêtes. Il est géré par les services financiers de la Croix. Je l'ai gelé il y a 10 minutes. Isabelle a émis un son étranglé. Et Manon, mon père s'est tourné vers elle, pleurant toujours au sol. Ces charmantes boutiques dont tu es si fier. Elles sont construites sur des propriétés appartenant à la foncière immobilière de la Croix. Tes baux sont résiliés. Effectif à minuit ce soir. Ça ne peut pas être légal, a crié Philippe. Vous ne pouvez pas juste. Je peux et je l'ai fait, l'a interrompu mon père. Tout est dans les règles, tout est légal, tout est documenté. Vous voyez, messieurs, je n'ai pas bâti un empire de 50 milliards en étant stupide. Je l'ai bâti en étant minutieux. Quand vous menacez ce que j'aime, je ne me mets pas en colère. Je deviens méthodique. Il s'est tourné vers la foule, s'adressant aux 200 personnes qui avaient regardé mon humiliation. Que cela serve de leçon à tout le monde ici. Cette femme dont vous vous êtes moqué, cette femme que vous avez traitée de croqueuse de diamants. Elle a plus de richesse, plus de classe et plus d'intégrité que vous tous réunis.
Elle a choisi de vivre modestement pour trouver un amour vrai. Au lieu de cela, elle a trouvé des gens comme vous, des serpents et des vêtements coûteux. La salle était d'un silence de mort. La famille de Castries a tout perdu ce soir. Leur maison, leur entreprise, leur richesse, leur réputation, et c'est entièrement de leur faute. Ils auraient pu traiter ma fille avec une décence humaine élémentaire. Au lieu de cela, ils ont choisi la cruauté. Ils ont choisi l'humiliation. Ils l'ont déshabillée devant vous tous, et pas un seul d'entre vous ne s'est levé pour arrêter ça. Je pouvais voir la honte sur certains visages, d'autres détournaient le regard, incapables de croiser ses yeux. Mon père a fait signe au commissaire de police. Maintenant, à moins que vous ne vouliez que je porte plainte pour agression, vol, conspiration et fraude, je suggère à la famille de Castries de commencer à faire ses valises. Vous avez 30 jours pour quitter ma propriété, s'il vous plaît. Isabelle était à genoux maintenant, sa robe de créateur s'étalant autour d'elle. S'il vous plaît, monsieur Delacroix, nous ne savions pas. Nous nous excuserons. Nous arrangerons ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mon père l'a regardé avec mépris. Avez-vous fait preuve de pitié quand vous avez déshabillé ma fille? Avez-vous écouté quand elle vous a supplié d'arrêter? Vous avez fait vos choix. Maintenant, vivez avec les conséquences. Louis a finalement fendu la foule. Son visage était désespéré, paniqué. Il s'est précipité vers moi, essayant de me prendre les mains. Camille, Camille, s'il te plaît, tu dois nous aider. Dis à ton père d'arrêter. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. Je l'ai regardé. Cet homme que j'avais aimé pendant 2 ans. Cet homme que j'avais épousé, avec qui j'avais construit une vie, que j'avais défendu sans fin auprès de moi-même même quand il ne me défendait jamais. Vraiment, Louis, ai-je demandé doucement. Tu m'aimes? Oui, bien sûr que oui. S'il te plaît, tu dois me croire. Alors pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? Ma voix était stable maintenant, claire. Pourquoi n'as-tu pas dit un mot quand ils m'ont accusé? Quand ils m'ont déshabillé, quand ils m'ont jeté dehors, tu es resté là silencieux. Tu m'as tourné le dos et tu es parti. J'étais sous le choc. Je ne savais pas quoi faire. Tu savais exactement quoi faire, les jeux interrompus. Tu as choisi. Tu les as choisis eux plutôt que moi. Tu as choisi leur approbation plutôt que ma dignité. Tu as choisi d'être un lâche. Camille, s'il te plaît. Je demande le divorce, ai-je dit. Les mots sont sortis plus facilement que je ne le pensais. Demain. Et je ne prends rien de toi, Louis. Pas d'argent, pas de propriété, rien. Parce que je n'ai jamais eu besoin de ta richesse. J'avais juste besoin que tu te tiennes à mes côtés. Et tu n'as même pas pu faire ça. Tu ne le penses pas vraiment. On peut arranger ça. Nous. Le plus triste, ai-je continué, ce n'est pas ce que ta famille m'a fait. C'est que tu les as laissés faire. Chaque insulte, chaque humiliation, chaque mot cruel au cours des 2 dernières années, et tu me disais juste de faire plus d'efforts, d'être patiente, de comprendre. Tu ne leur as jamais dit d'arrêter, pas une seule fois. Tu ne m'as jamais protégé. Ce n'est pas de l'amour, Louis. C'est de la convenance. Il pleurait maintenant, de vraies larmes coulant sur son visage. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ferai mieux. Je changerai. Juste, s'il te plaît, ne me quitte pas. J'ai reculé, plus près de mon père. Je t'ai déjà quitté. Au moment où tu m'as tourné le dos ce soir, tu m'as perdu pour toujours. Les avocats de mon père se sont avancés, papier en main. Papier du divorce, Madame de Castries, ou devrais-je dire, Mademoiselle Delacroix, ils sont prêts pour votre signature. J'ai pris le stylo et j'ai signé sans hésitation. 2 ans de mariage, terminés par une signature. Louis s'est effondré à genoux, mais je n'ai ressenti que du soulagement. 6 mois ont passé. Les de Castries ont tout perdu exactement comme mon père l'avait promis. Leur château a été saisi et vendu aux enchères. L'entreprise de Philippe a fait faillite en 3 mois. Isabelle, qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, travaillait maintenant comme vendeuse aux Galeries Lafayette. Les boutiques de Manon ont été fermées et elle travaillait dans un magasin de centre commercial.
Louis a perdu sa concession de voiture de luxe et occupé un emploi commercial ordinaire. Leurs amis de la haute société les ont abandonnés immédiatement. C'est le truc avec les gens comme ça. Ils ne sont vos amis que lorsque vous avez quelque chose qu'ils veulent. Quant à moi, je suis redevenu qui j'étais vraiment. Camille Delacroix, vice-présidente du groupe Delacroix. J'ai travaillé aux côtés de mon père, appris le métier de l'intérieur, et découvert que j'étais en fait doué pour ça. J'ai lancé une fondation pour les femmes fuyant des relations toxiques, les aidant à trouver la force de partir et les ressources pour se reconstruire. J'ai acheté mon propre appartement Penthouse à Paris avec l'argent que j'ai gagné moi-même. J'ai voyagé, me suis fait de vrais amis, et j'ai lentement guéri du traumatisme de cette nuit-là. Un soir, 6 mois après que tout soit arrivé, j'organisais un gala de charité pour ma fondation. C'était un bel événement rempli de gens qui se souciaient vraiment d'aider les autres. Alors que j'accueillais les invités, j'ai remarqué que l'une des dames du vestiaire me semblait familière. C'était Isabelle. Nos yeux se sont croisés à travers la pièce. Elle avait l'air si différente, plus vieille, fatiguée, humiliée. Disparut l'arrogance, la cruauté, la supériorité. Elle ressemblait à ce qu'elle était, une femme qui avait tout perdu à cause de ses propres choix. Elle s'est approchée de moi lentement, avec hésitation. Camille, a-t-elle dit doucement, Je voulais dire que je suis désolé pour tout. Je sais que ça ne signifie rien maintenant, mais je suis vraiment désolé. Je l'ai regardée pendant un long moment. Il y a 6 mois, j'aurais ressenti de la satisfaction à la voir comme ça. Maintenant, je me sentais juste fatigué. Je te pardonne, Isabelle, ai-je dit. Les mots m'ont surprise moi-même, mais je les pensais. Pas pour toi. Pour moi, pour que je puisse lâcher prise et avancer. Elle a commencé à pleurer. Merci. Merci beaucoup. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli, ai-je continué. Ce que tu m'as fait, ce que ta famille a fait, m'a appris quelque chose d'important. La famille, ce n'est pas toujours le sang. C'est qui se tient à tes côtés quand tout s'effondre. Mon père m'a montré à quoi ressemble le véritable amour. Protection, loyauté, force. Ton fils n'a pu me donner aucune de ces choses. Elle a hoché la tête, essuyant ses larmes. Je comprends. J'espère. J'espère que tu trouveras le bonheur, Camille. Le vrai bonheur. Tu le mérites. Je l'ai regardé s'éloigner vers son vestiaire et j'ai senti quelque chose se soulever de mes épaules. J'avais porté cette colère, cette blessure pendant si longtemps. La laisser partir donnait l'impression de respirer pour la première fois depuis des mois. Mon père m'a trouvé quelques minutes plus tard. Ça va, ma chérie? Oui, papa. Je lui ai souri. Je suis vraiment fier de toi, a-t-il dit, mettant son bras autour de mes épaules. D'avoir été la plus noble, d'aller de l'avant, d'être forte. J'ai appris du meilleur, ai-je répondu. Cette nuit-là, en regardant toutes les personnes que ma fondation aidait, toutes les femmes trouvant leur force et reprenant leur vie en main, j'ai réalisé quelque chose. Les deux castries pensaient me punir en me traitant comme une moins que rien. Au lieu de cela, ils m'ont libéré. Ils m'ont montré exactement ce que je ne voulais pas, m'ont aidé à trouver ma colonne vertébrale, et m'ont poussé vers la vie que j'étais toujours censé avoir. Parfois, les pires choses qui nous arrivent sont en fait un mal pour un bien. Parfois, nous devons être complètement brisés pour nous reconstruire plus forts. Je suis entré dans cette fête d'anniversaire il y a 2 ans comme une femme essayant de gagner l'approbation de gens qui ne la donneraient jamais. J'en suis sorti comme quelqu'un qui n'avait plus besoin de l'approbation de personne. Et ça, c'était la vraie vengeance. Pas la destruction systématique de leur empire par mon père, même si c'était satisfaisant. La vraie vengeance, c'était moi m'épanouissant sans eux. Heureux sans leur validation, réussissant selon mes propres termes. Ils pensaient me dépouiller de ma dignité ce soir-là. Au lieu de cela, ils ont dépouillé la dernière illusion que j'avais sur qui ils étaient. Ils m'ont rendu service. Je suis Camille Delacroix. Je suis la fille de mon père. Je me suffis. Je me suis toujours suffi. Et je ne laisserai plus jamais personne me faire sentir moins que ça. Parfois, les gens vous traitent mal parce qu'ils pensent que vous êtes impuissant. Ils n'ont jamais imaginé que je n'avais pas besoin de prouver ma valeur. Je l'ai toujours eu. Mon père m'a appris que le vrai pouvoir n'est pas une question d'argent ou de vengeance.
c'est de connaître sa valeur et de ne jamais laisser personne vous faire sentir moins que ce que vous êtes. Ce soir-là, je suis entré dans cette fête comme une femme qu'il pensait pouvoir briser. J'en suis sorti moi-même, plus forte, plus sage et enfin libre. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires vraies de justice et de rédemption. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler sa valeur aujourd'hui. Commentez ci-dessous et dites-moi, avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un qui l'a regretté plus tard? Je lis chaque commentaire. Rappelez-vous, vous vous suffisez exactement comme vous êtes. Ne laissez jamais personne vous convaincre du contraire. À la prochaine, c'était Camille pour vous rappeler de ne jamais laisser personne éteindre votre lumière.